Bonjour et bienvenue. Pour information, nous attendons encore 2 minutes pour démarrer, les derniers connectés. Donc on démarre à 11h30 comme prévu. À tout de suite. Guy, tu peux déconnecter si tu veux le son du chat. En ouvrant le chat, tu peux déconnecter sur la petite cloche en haut, ça évitera les bips. Comment je fais ça? En haut, tu ouvres le chat, en haut, Ah, pardon. la Ah petite oui, cloche. d'accord. Ouais, c'est bon. Voilà. Ça y est, c'est fait. Très bien, il est 11h30, nous allons commencer. Nous sommes tout à fait ravis de vous accueillir aujourd'hui pour traiter le sujet de la politique handicap et de la RSE et se poser deux questions. Pourquoi est-il urgent d'agir et comment le faire? Nous allons intervenir à deux aujourd'hui, donc moi-même, Nicolas Janda, et Guy Tisserand. Je vais me présenter rapidement et je passerai la parole à Guy. Donc Nicolas Jandin, moi j'ai rejoint le cabinet TH Conseil il y a maintenant 13 ans. Pendant plus de 10 ans, j'en étais le responsable du service formation. Aujourd'hui, je suis toujours formateur. J'interviens devant les comités de direction, devant les responsables de mission handicap et diversité, ainsi que devant des élus du personnel le plus souvent. Et je m'occupe du développement et de la promotion du cabinet. En quelques mots, TH Conseil, cabinet conseil en ressources humaines qui fait de l'audit, du diagnostic, du conseil sur les approches stratégiques des politiques handicap, mais également fait de la formation, de la communication sur toujours le sujet du handicap et de la non-discrimination. Et nous sommes également cabinet de recrutement et faisons de l'accompagnement de situations individuelles, bilan de compétences, médiation, outplacement. Voilà, je laisse la parole à Guy pour qu'il se présente. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Guy Tisserand. Donc, je suis le cofondateur avec mon épouse il y a maintenant 18 ans du cabinet TH Conseil. Donc, on a créé ce cabinet à une époque où il n'y avait pratiquement pas de structure de ce type qui existait. Donc, à l'origine, je ne suis pas du tout issu de ce milieu puisque je suis ingénieur, mais voilà, ce sujet m'intéressait tout particulièrement, étant d'une part moi-même en situation de handicap, puisque je me déplace en fauteuil roulant, et également parce que ces sujets de non-discrimination et d'égalité des chances m'intéressaient depuis longtemps. J'étais également sportif de haut niveau pendant une vingtaine d'années en tennis de table handisport, et donc j'ai quitté la présidence de TH Conseil en début d'année. Le cabinet a rejoint le groupe Alpha il y a maintenant 4 ans, en 2018. J'ai accompagné la transition et aujourd'hui, j'interviens de manière ponctuelle pour le cabinet. Et je suis beaucoup plus engagé désormais également dans le fonctionnement de la Fédération française handisport. Et je vais donc co-animer avec Nicolas ce sujet. Et dernière chose, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Le handicap en entreprise, contraintes ou opportunités, et dont le sous-titre est Vers un management équitable de la singularité, qui synthétisait à peu près l'approche du cabinet depuis de nombreuses années. Très bien. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence par un petit sondage. Parmi les 5 critères suivants qui vont vous être présentés, lesquels sont à l'origine du plus grand nombre de saisines du défenseur des droits? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Encore quelques secondes. Allez, résultats en direct.
Allez, on laisse les derniers. Pour le moment, le handicap est en tête. Suivi de l'âge, du genre, des croyances religieuses et de l'appartenance syndicale. Allez, encore 5 secondes. Bon. Adjugé 64% pour le handicap. Effectivement, depuis 2018, le défenseur des droits indique que le plus grand nombre de saisines est en lien avec des perceptions ou des réalités de discrimination au sujet du handicap. Alors, petite précision, ça ne veut pas forcément dire que sur le terrain, ce sont les discriminations les plus présentes. Ça veut simplement dire quelque chose qui est quand même extrêmement important. Les personnes handicapées, plus peut-être que d'autres, se sont appropriées la notion de discrimination, c'est-à-dire en fait le déni potentiel de ce qu'on appellera plus tard dans cette conférence la compensation du handicap. C'est peut être très important de faire un rappel de contexte parce que notre sujet c'est pourquoi est-il urgent d'agir. Guy va vous expliquer que pas mal de choses ont un contexte historique ancré, mais que les évolutions récentes nous questionnent autrement sur la mise en œuvre de nos politiques. Guy, je te laisse la parole. Très bien. Alors, eh bien là, vous avez une petite frise qui présente, on va dire, le rapport historique légal, en fait, du contexte légal en France, qui date, on va dire, de 75 au début, mais je vais peut-être faire un tout petit rappel rapide, un peu plus historique. En fait, le handicap, pendant de très nombreuses années, pendant des centaines, voire des milliers d'années, le handicap a été perçu progressivement de manière différente et avec à l'origine, vous vous souvenez probablement de la cour des miracles au moment du Moyen-Âge et même plus avant encore avec la Grèce et Rome où les enfants handicapés par exemple étaient soit directement tués, soit mis complètement à l'écart avec une fin presque systématiquement identique. Donc on voit que les choses ont pas mal évolué depuis de très nombreuses années, mais on a un contexte historique où cette vision de l'exclusion totale était, on va dire, a duré pendant plusieurs milliers d'années, jusque notamment le XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, et comment on a commencé à prendre en compte un peu cette dimension de manière autre, c'est-à-dire jusqu'alors on considérait que c'était une punition divine, et puis là, petit à petit, on a commencé à se dire « Ah, il y a peut-être une raison aussi sociétale ». Et puis le 19e siècle a fait beaucoup bouger les lignes aussi avec la révolution industrielle, puisqu'au 19e siècle, on a commencé à se dire qu'il y avait beaucoup de situations de handicap qui étaient issues de problématiques d'emploi avec des accidents du travail dans les mines, dans les usines, etc., qui se sont nettement développés. Et donc, on ne pouvait plus dire que c'était une faute individuelle et que c'était une punition divine. Donc, les choses ont évolué grâce, d'une certaine manière, à la révolution industrielle et aussi, et ça peut paraître paradoxal et même un petit peu cynique de dire ça, mais grâce à la guerre de 14, puisque la guerre de 14, on a eu le retour des gueules cassées à l'issue de cette guerre, et donc on s'est rendu compte assez vite que, évidemment, Dieu n'y était pour rien, et qu'il y avait bien une problématique sociétale derrière, et donc les premières lois exactement de prise en compte du handicap datent des années 20, 1920, suite à la guerre de 14, avec donc une responsabilité sociale qui a été identifiée et prise en compte. Et ça a quand même encore mis, on va dire, presque 70 ans, disons 55 ans, pour arriver à la première loi vraiment globale sur la thématique du handicap en France, qui date de 75, qui a donc fait apparaître la notion d'emploi de personnes handicapées, qui a commencé à considérer que les personnes handicapées avaient aussi un droit à avoir une inclusion en matière d'emploi. Et donc, de ce fait-là, il y a eu la création à l'époque de la cote horaire. Mais on va dire la première grande loi sur l'emploi, ça date de 87, avec mise en œuvre en janvier 88, avec la création de la GFIP et avec la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Cette obligation d'emploi, qui est aujourd'hui donc fixée à 6% dans les entreprises, a été ce qu'on appelle une action positive qui a permis en fait de faire bouger les lignes sur le sujet. Alors de 87 à 2005, on va faire un saut dans le temps. On s'est aperçu que les choses avaient commencé à bouger dans
certaines grandes entreprises, mais ça restait encore relativement ponctuel. Et puis en 2005, il y a eu vraiment un nouveau cadre légal qui a été posé. Et ce cadre légal, on y reviendra tout à l'heure, a posé notamment un concept fondamental que Nicolas a déjà évoqué, qui est celui de la compensation des conséquences du handicap. C'est-à-dire que c'est un glissement intellectuel et même philosophique assez important, puisque on est passé d'une approche qu'on appelait médicale du handicap, qui consistait à dire c'est la personne qui est un problème dans l'environnement. Par exemple, on disait les personnes handicapées ne peuvent pas se déplacer normalement. Et depuis ce glissement qui date en fait au départ des années 80 avec l'Organisation mondiale de la santé et puis progressivement dans différents pays, ça s'est imposé. On arrive à une vision sociétale du handicap dans laquelle on dit ce sont les transports qui ne sont pas accessibles. Donc on dit à peu près la même chose en disant pour une personne, c'est impossible d'aller d'un point A à un point B, mais dans un cas de figure, on dit c'est la personne qui est le problème, dans l'autre cas de figure, on va dire c'est l'environnement qui est le problème. Et donc, la mise en œuvre de cette notion de compensation va être fondamentale puisqu'elle va partir du postulat que c'est majoritairement l'environnement qui est le problème et que de ce fait-là, en adaptant l'environnement, on va réduire les conséquences du handicap et on va tendre vers une notion d'égalité des chances. Donc, cette loi de 2005 comportait d'autres notions comme l'accessibilité universelle, etc., mais a vraiment posé ce concept. Il a aussi accessoirement amené l'obligation d'emploi de 6% dans la fonction publique, alors que jusqu'alors, elle ne s'appliquait que dans le privé. Donc 2005 a été une date charnière dans le domaine du handicap, et puis ensuite, eh bien, en 2020, et on va y revenir juste après, eh bien, il y a eu aussi un nouveau contexte légal qui a été posé avec des évolutions, mais qui était beaucoup moins, j'allais dire, structurante et fondamentale que celle de 2005. C'était une sorte de mise à jour un peu du logiciel réglementaire en la matière. Et donc, eh bien, on a notamment eu, par exemple, la mise en œuvre de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés dans la DSN. Voilà, c'est des choses plus de nature technique. Alors, avec quand même une chose importante, et on va y revenir, c'est la suppression des accords agréés, enfin, du moins la limitation des accords agréés. Nico, si tu veux avancer. Voilà. Donc du coup, les évolutions majeures, ça va être, comme je l'ai dit, le fait de passer par la DSN et que l'interlocuteur unique des entreprises désormais est l'URSSAF, enfin la cause, exactement pour la collecte, et puis l'URSSAF pour les déclarations. Donc on passe par l'intermédiaire de la DSN et donc également un autre élément qui a évolué dans le contexte légal en 2020, c'est le fait que le taux d'emploi l'objectif de taux d'emploi de 6%, qui était avant un plafond, devient désormais un seuil qui peut évoluer dans le temps, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation, de la situation des personnes handicapées, du nombre de personnes handicapées dans la société, de la situation des entreprises, etc., il y a la possibilité tous les 5 ans de revoir ce seuil. Donc on verra s'il sera revu, mais en tout cas c'est une possibilité, alors que jusqu'alors ça ne l'était pas, c'était un seuil qui était fixé dans la loi. Désormais, et ce seuil est prévu d'être révisé potentiellement tous les 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il le sera, ça veut dire qu'il peut l'être désormais. Un deuxième élément, encore un autre élément qui a évolué dans la loi de 2020, c'est notamment le fait que jusqu'alors, on pouvait remplir son obligation d'emploi de 6% par l'intermédiaire de l'emploi direct, c'est-à-dire du recrutement, du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, mais aussi par l'emploi dit indirect, c'est-à-dire par la sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté, et par le recours aux travailleurs indépendants handicapés aussi, qui existe depuis désormais 2016, qui est la possibilité, par exemple, de recourir à un indépendant qui a le statut de personne handicapée, qui va donc être TIH, et donc quand on va recourir à ce prestataire en tant que recourir à cette personne en tant que prestataire, alors on va pouvoir le comptabiliser de la même façon que les ESAT et les EA, les établissements et services d'aide par le travail et les entreprises adaptées. Alors, si je me permets de t'interrompre pour te remonter une question du chat, la question de la révision du taux. Révision à la hausse ou révision à la baisse? Les deux sont possibles. Alors après, disons, au plan légal, les deux sont possibles. Très logiquement, il est probable que ce soit plutôt à la hausse, parce que l'idée, c'est de se dire que il faut savoir qu'il y a de plus en plus, en termes de chiffres, il y a de plus en plus de personnes handicapées en France. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus intrinsèquement de personnes handicapées. C'est que comme le sujet devient un sujet dont on parle, Nicolas le disait tout à l'heure par rapport aux saisines du défenseur des droits, on a de plus en plus de personnes qui saisissent cet organe parce que
On a de plus en plus d'acculturation qui est faite, les gens comprennent mieux de quoi il s'agit, ont moins de réticence à se faire connaître par rapport à leur situation. Et on constate depuis pas mal d'années que le nombre de personnes handicapées en France est en constante évolution. Alors, ce n'est pas une explosion, mais il y a quand même une augmentation du nombre de personnes concernées, et en particulier depuis 2005, puisque dans la loi de 2005, on a inclus dans la reconnaissance de handicap 2 catégories de personnes qui ne l'étaient pas jusqu'alors. Les gens qui ont un handicap psychique, donc jusqu'en 2005, les personnes atteintes de handicap psychique n'étaient pas considérées comme des personnes, enfin, du coup, ne pouvaient en tout cas pas mobiliser le statut de personne handicapée, la fameuse RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais aussi tous les gens qui étaient atteints de troubles dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, dysgraphie, qui eux aussi n'étaient jusqu'alors pas comptabilisés. Et on constate depuis 2009, à peu près, 2008-2009, que aujourd'hui, la plus grande catégorie, enfin la catégorie qui représente le plus de nouvelles déclarations de handicap, ce sont les gens qui ont des troubles dys, justement. Donc, c'est important de le noter, et ça justifie et ça explique aussi finalement l'augmentation de ce nombre de personnes. Donc, comme le nombre de personnes handicapées augmente et comme le taux de chômage des personnes handicapées reste grosso modo le double de celui de la population, de l'ensemble de la population, il n'est pas exclu que cette révision de taux se fasse à la hausse. Donc, il est probable que ce soit à la hausse. Voilà. Je me permets juste d'intervenir pour répondre à une autre question et je te laisserai poursuivre, Guy. La question posée sur et les taux, qu'en est-il dans les autres pays? Réponse rapide, ça va de pas d'obligation du tout à une obligation avec un quota et suivant les pays, on peut être à 2%, à 5%, à 6%. Le pays qui est le plus proche dans l'obligation, en tout cas dans l'Union européenne, le plus proche d'une autre en matière de taux et de type d'obligation, c'est l'Allemagne avec un taux de 5%. Et Guy, je te laisse reprendre. Oui. Juste pour info, l'obligation en Italie, par exemple, est de 10. Voilà. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les catégories de personnes, c'est-à-dire la définition du handicap, varie d'un pays à l'autre aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même définition en France, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, ou évidemment, a fortiori aux États-Unis ou en Chine. Voilà. Donc, la différence, oui, juste une dernière petite info là-dessus, c'est que, donc du coup, ce que je disais, c'est que jusqu'en 2020, on pouvait remplir son taux d'emploi de 6% par l'intermédiaire de l'emploi direct et de l'emploi indirect. Donc, depuis 2020, ça n'est plus le cas. Il n'y a que l'emploi direct qui est comptabilisé dans le taux d'emploi. En revanche, le recours à la sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté ou des travailleurs indépendants handicapés permet désormais de réduire sa contribution, mais n'entre plus dans le taux d'emploi. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Bien, on peut passer à la suivante. Alors, en fait, les outils qu'on peut utiliser pour porter une politique handicap sont de 3 natures. Rien. Alors, quand je dis rien, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'outil particulier, pas de support particulier. Ensuite, il y a le fait d'avoir une convention, de signer une convention de partenariat avec la GFIP. Et la troisième chose, je reviendrai un peu sur les 3 solutions après. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un accord, la possibilité d'avoir un accord agréé. Alors, je reviens à la première. Merci, Nicolas. Donc, la première chose, bon, généralement, quand on ne s'est jamais préoccupé plus que ça du sujet, on va être dans une logique où on n'a rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de politique structurée. Alors, on peut avoir quand même, on est quand même obligé, évidemment, d'aborder le sujet, puisque désormais, le handicap, et ça depuis un bon moment, depuis 2005 d'ailleurs, le handicap est obligatoirement abordé lors des NAO. C'est une obligation légale. Donc, c'est un sujet qui doit être traité. Mais quand on dit aborder, ça veut dire qu'on peut donner des éléments de la DOETH, de la Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, et ça suffit. On n'est pas obligé d'aller beaucoup plus loin que cela. Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'on a l'obligation de ne pas être discriminant. Ça, c'est une certitude. En revanche, on n'a pas d'obligation d'avoir une politique structurée. Désormais, depuis 2020, on a une obligation, en revanche, pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés, d'avoir un référent handicap. Ça, c'est une obligation légale depuis 2020. Ça n'était pas le cas auparavant. Mais depuis 2020, obligation d'un référent handicap pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Alors, si on n'a ni convention ni accord, quels sont les avantages? Les avantages majeurs, c'est qu'on ne s'engage pas dans une obligation, ou dans un projet. Donc, en fait,
On n'a pas d'objectif particulier, on n'a pas d'obligation particulière, on ne mobilise pas de moyens particuliers, etc. Bon, évidemment, l'inconvénient, c'est qu'on n'avancera pas du tout sur le sujet, qu'on ne fera pas évoluer évidemment son taux d'emploi, mais ce n'est pas l'argument peut-être le plus important à ce jour. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, évidemment, le sujet du handicap entre totalement dans des approches de type RSE, responsabilité sociétale des entreprises, dans le pilier social, et que, évidemment, aujourd'hui, une entreprise qui n'a aucune politique handicap, autant il y a 20 ans, les entreprises qui avaient une politique handicap, on pouvait considérer qu'elles étaient précurseurs et qu'elles étaient plutôt bien, enfin, elles pouvaient mettre ça en avant. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est qu'une entreprise qui n'a rien du tout en la matière peut assez facilement avoir du name and shame ou une approche assez négative. Donc, à minima, pour une logique défensive, on peut être dans ce sujet. Mais il y a aussi évidemment, le fait de conduire une politique handicap, on y reviendra après, c'est que il y a plein d'enjeux, plein d'autres enjeux. Donc, le fait de n'avoir rien, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, on n'a pas de ressources et de moyens pour conduire une démarche. On peut quand même utiliser ce qu'on appelle les 10% déductibles, c'est-à-dire qu'on peut dépenser, on peut engager un certain nombre d'actions qu'on va financer dans la limite de 10% du montant total de sa contribution. Imaginons qu'on ait 100 000 euros de contribution à la GFIP. Eh bien, sur ces 100 000 euros, dans la limite de 10 000 euros, on peut engager des actions, sensibilisation, formation, etc., pour faire des actions et les financer avec ces 10%. Donc ça, c'est, on va dire, la posture minimale qu'on peut avoir. C'est vrai, c'est quand on n'a pas de support particulier. Deuxième possibilité, c'est d'avoir une convention avec la GFIP. Donc, cette convention, c'est une convention bipartite entre l'entreprise et la GFIP. Et cette convention permet de structurer une politique et de disposer de moyens. Alors là, les gros avantages, c'est qu'on va avoir des aides de la GFIP spécifiques pour piloter ce projet, d'une part. D'autre part, la GFIP va être partenaire, donc il va aider l'entreprise à mieux appréhender le sujet, à pouvoir mieux le structurer, mieux le conduire. Et puis également, donc, il y a un partenariat. Alors, il est bipartite avec l'entreprise, mais la logique de convention AGFIP fait que l'entreprise doit présenter le sujet auprès des IRP. Et si ce n'est pas une négociation, c'est au moins une information. Et donc, il y a aussi un engagement un peu global de l'ensemble de la structure qui peut être envisagé dans ce cadre-là. Les inconvénients et les contraintes, c'est qu'en revanche, l'entreprise, quand on fait une convention avec la GFIP, en général, on va faire un projet, on va dire que ça coûte à peu près une enveloppe de X et la moitié de l'enveloppe doit être à peu près mobilisée par l'entreprise et l'autre moitié est financée par la GFIP. Donc évidemment, pendant un certain temps, ça va avoir un risque de coût supplémentaire pour l'entreprise, mais c'est aussi une façon d'amorcer la démarche, sachant aussi que la GFIP propose des diagnostics actions qui sont gratuits et qui permettent gratuits, en tout cas qui sont financés par la GFIP, on va dire, et qui permettent aussi de mettre un peu les choses au clair par rapport à la situation de l'entreprise et là où elle veut aller. Donc, la convention AGFIP, c'est une convention de 3 ans, actuellement non renouvelable, mais qui va peut-être évoluer du fait de la suppression des accords. Et donc, c'est un outil qui permet d'enclencher sa politique handicap. Ensuite, la troisième possibilité, c'est ce qu'on appellera l'accord agréé. Et donc là, cet accord qui est agréé, ça veut dire que c'est un accord qui est négocié entre les représentants de la direction et les représentants du personnel. C'est un accord comme tous les autres accords. La particularité de cet accord, c'est qu'il est agréé, c'est-à-dire qu'il va être déposé auprès de la DRETS, il va être déposé auprès de la DRETS et si tant est bien évidemment qu'il est validé par les différents partenaires sociaux de l'entreprise, il va être déposé à la DRETS et si la DRETS l'agrée, c'est-à-dire le valide, eh bien cet accord va permettre de mobiliser les ressources financière de la contribution, c'est-à-dire cette contribution, au lieu d'être versée à la GFIP, elle est gardée par l'entreprise pour conduire une politique handicap et donc avoir des moyens financiers pour mener cette politique handicap. Alors, les gros avantages, c'est le fait de mobiliser des ressources financières qui peuvent être significatives pour conduire un projet, et puis d'en faire un projet d'entreprise avec les partenaires sociaux, etc. Donc, c'est un portage politique et de communication très fort. Avec la possibilité aussi de, par exemple, mobiliser des ressources pour financer un poste de responsable de mission handicap, par exemple. En revanche, évidemment, il y a la contrepartie, c'est qu'il y a des engagements forts à prendre et qu'il faut respecter ces engagements et que donc, de ce fait-là, en matière de flux de recrutement, de maintien de l'emploi, etc., il y a évidemment des contraintes un peu particulières.
L'avantage aussi de l'accord agréé, c'est le fait de pouvoir mobiliser ses ressources de manière très directe, c'est-à-dire on a besoin d'aménager un poste de travail, on n'a pas besoin de faire un dossier à la GFIP, on a directement les ressources. Alors, c'est un outil très pertinent pour des raisons qui leur sont propres, enfin, qui lui étaient propres. L'ancienne secrétaire d'État a souhaité très fortement faire bouger les lignes, et désormais, les accords agréés ne sont plus autorisés qu'avec un accord renouvelable de 3 ans, renouvelable une seule fois. Donc ça, c'est on va dire une limite qui est ainsi aujourd'hui. Et donc, on ne sait pas encore exactement, puisque les premiers accords non renouvelables vont arriver en fin 2023, on ne sait pas exactement ce qui va leur succéder. Il y a encore des discussions pour essayer d'argumenter sur le fait de modifier ça, mais pour l'instant, c'est comme ça que c'est positionné. Et donc, on ne sait pas encore par quoi ça va être remplacé. Est-ce que la GFIP va proposer des conventions spécifiques complémentaires? On a un peu de mal à le savoir aujourd'hui. En revanche, on sait qu'il y a les premiers accords qui vont tomber fin 2023. Donc, on verra, mais en l'occurrence, pour les entreprises qui ne sont pas encore sous accord, elles peuvent s'engager dans une logique d'accord de 3 ans, renouvelable une fois, ce qui fait quand même une période de 6 ans. Voilà. Donc, on verra, on y verra un peu plus clair l'année prochaine, très probablement. On peut peut-être avancer. Voilà. Alors, une petite question interactive pour revenir à la même logique de quiz qu'au début. Donc, le sujet du handicap est-il abordé lors de vos NAO? Donc là, l'idée, c'est de savoir, en fonction de ce que j'évoquais tout à l'heure, si vous savez, alors peut-être vous ne le savez pas, mais si vous le savez, est-ce que vous l'abordez? Sachant que normalement, c'est une obligation légale. Les scores sont tendus, 50-50, 51-49. On va laisser encore quelques secondes. Et 54% de oui, 46% de non. Question suivante. Est-ce que votre entreprise, enfin votre connaissance, conduit une politique handicap structurée? D'accord, une soixantaine de pourcents qui disent oui, 40% qui disent non. Ok. Je vais. Alors, je finis juste pour réagir une seconde sur ce sujet. Oui. C'est juste pour dire que, en fait, il faut garder en tête que le fait de conduire une politique structurée fait office de NAO. Donc, en fait, tous ceux qui répondent que leur entreprise a une politique structurée, de facto, les NAO sont respectés. En revanche, celles qui n'ont pas de politique structurée, il est fort possible que ça ne soit pas du tout abordé lors des NAO non plus. Voilà. Une remarque dans le chat, c'est un piège que d'aborder la situation du handicap dans les NAO. En même temps, c'est une obligation. Alors, c'est un piège, c'est-à-dire que ça a été une volonté du législateur d'en faire un sujet de dialogue social. Après, le fait de supprimer les accords, c'est un peu incohérent avec cette logique d'en faire un outil de dialogue social. Mais ça peut être un piège parce qu'effectivement, on peut très bien dire je l'aborde au niveau des NAO et derrière, je ne conduis pas forcément de politique structurée. En effet. Ok. Je vais reprendre un terme que Guy a employé plusieurs fois quand il a présenté les différents modes, les différents, on va dire, véhicules légaux qui sont possibles de mobiliser, la convention ou l'accord autour d'une politique handicap. Il a employé le terme d'enjeu. Je vais commencer par vous proposer un moyen mnémotechnique qui est transférable sur toutes les gestions de projet. Ce n'est pas propre au pilotage d'une politique handicap. C'est que le projet il va aboutir si la somme des enjeux est supérieure à la somme des risques. Alors, ça peut paraître une évidence. En même temps, si on s'intéresse à un projet comme le handicap, ou même plus largement la diversité, il peut être important évidemment de se pencher sur les enjeux, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais de prendre conscience aussi que ce qu'on va appeler la somme des risques est à scinder en deux éléments fondamentalement différents. Ce qu'on va appeler les risques subjectifs.
Ce qui renvoie de la subjectivité sur un sujet comme le handicap, c'est tout ce qui tourne autour des méconnaissances, des a priori et des représentations. De fait, toute politique handicap structurée doit aborder à un moment ou à un autre le sujet du handicap sous l'angle de la communication, de la formation, de la sensibilisation. On est en train de parler là d'acculturer les personnes handicapées, mais pas que, parce que bien souvent on oublie, quand on dit acculturer la population de l'entreprise au sujet du handicap, on oublie que peut-être les premières personnes qui seraient sensibilisées au sujet du handicap sont les personnes handicapées elles-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on l'est qu'on sait parler de sa situation en termes professionnels. Donc en fait, l'idée c'est d'acculturer l'ensemble des publics pour se rejoindre sur des notions fondamentales. Qu'est-ce que le handicap? Qu'est-ce qu'une approche équitable? Qu'est-ce qu'une compensation? Que veut dire compensation raisonnable, par exemple? Donc ça veut dire qu'on va mener des actions d'acculturation, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Pourquoi? Parce que si je me mets quelques instants dans la peau d'un manager, il va dire « Ok, je comprends mieux qu'une personne a un besoin spécifique dans mon équipe et que ça s'appelle du handicap. » La question d'après, c'est « Et je fais comment ?» Ça veut dire qu'il va, une fois qu'on a posé cette démystification du sujet, on va pouvoir revenir à ce qu'on va appeler les risques objectifs. Les risques objectifs, c'est quoi? Ce sont les conséquences réelles du handicap de la personne sur son poste. De fait, la réponse aux conséquences, ce sont des aménagements des conditions de travail qu'on appelle compensation, c'est-à-dire en fait rattraper le désavantage subi par une personne en raison des conséquences de son handicap dans un environnement, l'environnement de travail. Raisonnable signifie en substance qui reste proportionné, c'est-à-dire qui ne déséquilibre pas fondamentalement le fonctionnement de la structure. Si on regarde d'un peu plus près la notion de compensation, on va se rendre compte qu'il y a 4 grandes catégories de compensation. Des compensations qu'on va qualifier de techniques. Tout ce qui est du matériel, de l'ergonomie, de l'accessibilité. Tout ce qui relève de l'organisation du travail. Donc les horaires, le télétravail, le rythme de travail, la productivité, la répartition des tâches, la technicité, les dossiers plus ou moins sensibles, tout ça, ça relève donc de l'organisation du travail. Mais on va également parler de la formation. J'en reparlerai un petit peu plus tard quand je vous parlerai d'intersectionnalité. On peut déjà poser un élément. Les personnes handicapées en recherche d'emploi ou ayant besoin d'un maintien en emploi sont globalement très largement moins diplômées que le reste de la population active. De fait, la formation est un levier d'accès à l'emploi ou de maintien en emploi. Et qui dit suivre une situation de façon spécifique, dit mettre en place un accompagnement opérationnel de proximité. Je vous ouvre juste une petite parenthèse, une remarque. Si on regarde bien ces 4 formes de compensation, on vient de poser 4 piliers fondamentaux du management. Donc, mettre en place une politique d'emploi de personnes handicapées, c'est avant tout une politique équitable d'emploi, une reconstruction d'égalité des chances entre des individus via des actes managériaux. Deuxième point que je soumets à votre réflexion, c'est où va se situer notre chantier politique handicap dans une perception plus large. On peut prendre du recul jusqu'à la notion de développement durable, donc l'écologique, le social, l'économique. Ce qui est intéressant, plus que les sphères uniquement elles-mêmes, ce sont les intersections. Le vivable, ça veut dire qu'on va être dans quelque chose d'acceptable à l'instant, le vivable qui va être pérenne dans le temps. Une intersection qui va être très importante dans notre approche, c'est celle de l'équitable, c'est-à-dire l'échange gagnant-gagnant, la relation juste et pondérée, c'est-à-dire celle du compromis entre le social et l'économique. Le social recouvre toute une série de champs, la gestion des singularités, les risques psychosociaux, etc., etc. Et dans la gestion des singularités, on peut avoir plusieurs choses. Tout ce qui touche à la non-discrimination sous l'angle légal, le pendant opposé, on va dire en creux ou en positif, la notion de diversité, et notamment tout ça, c'est en lien avec la notion d'égalité des chances. Si je projette ma compensation, je fais le lien entre l'égalité des chances et l'équitable. Donc une politique d'emploi, c'est une politique de management équitable des collaborateurs. Alors les enjeux, on va les détailler un petit peu. On va commencer par regarder les enjeux de l'employeur. Puis on regardera ceux des salariés, on va se dire est-ce qu'ils sont concomitants, est-ce qu'ils ne le sont pas, est-ce qu'ils s'opposent ou autres. Alors la liste n'est sûrement pas exhaustive. Maintenant, parmi les enjeux identifiés le plus souvent dans les entreprises, c'est la notion des compétences. Recruter ou employer des personnes handicapées, c'est capter ou conserver des compétences de personnes et leur permettre de les exprimer. C'est renforcer son engagement en matière de responsabilité sociétale, la fameuse RSE. On parle également, on le verra un petit peu plus bas dans la liste, l'image sociale de l'entreprise. C'est aussi histoire de dialogue social. Le sujet du handicap est globalement un sujet socialement consensuel.
Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord tout de suite, et avant négociation, sur tous les enjeux, qu'on est d'accord sur tous les objectifs, sur tous les moyens. Mais le fond du sujet, lui, est plutôt socialement consensuel. Aborder un sujet comme le handicap, c'est aussi, d'une certaine façon, pouvoir maîtriser sa responsabilité en matière de risque professionnel. Pourquoi? Parce qu'en répondant aux besoins spécifiques de personnes en situation de handicap, on va être confronté à des situations qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées sans cela, et dont les aménagements sont, dans la droite ligne, transférables à une population plus large en matière de prévention des risques. Ça veut dire aussi que, quand je parle de prévention des risques, une politique handicap, c'est un engagement qui va permettre de mieux travailler ces indicateurs RH. Si je crée des conditions de travail plus adaptées pour mes collaborateurs, je réduis l'usure, la fatigabilité, la pénibilité dans certains cas, et donc je vais traiter mon taux d'ATMP. Ça veut aussi dire que potentiellement, je vais me pencher sur une optimisation de mes postes de travail. C'est-à-dire que je rejoins cette logique de ce que j'ai trouvé pour une minorité peut bénéficier à un spectre plus large. Bien évidemment, ça peut avoir un impact légal, on parle simplement du respect de la loi, l'obligation légale d'emploi, mais également l'impact sur le taux d'emploi et donc le montant de contribution, cette somme financière qui est la contrepartie du fait de ne pas avoir atteint son taux d'emploi. C'est aussi anticiper sur des situations à risque. Ça, ce sera intéressant de regarder ce que les salariés en pensent, parce qu'un handicap, pas forcément quelque chose de stabilisé. La vie et l'organisation d'une entreprise non plus. Donc l'anticipation va être une forte clé de réussite. Et puis, à un moment donné, et là c'est question de taille, il s'agit d'industrialiser l'artisanal. Quand on est confronté à une seule situation de handicap, je vais dire ça de façon un peu triviale, on va pouvoir réinventer la roue. À partir du moment où les situations vont se multiplier, mais il va falloir mettre en place des logiques de procédure et d'organisation qui vont permettre de gagner du temps et d'optimiser l'apprentissage, d'optimiser le transfert des bonnes pratiques, etc. Cette réactivité, elle va être clé de succès liée à la volumétrie. Plus il y aura de centralisation également des facteurs clés de succès, plus on pourra reproduire un modèle positif. Le risque, quand on met en place des procédures, c'est que les procédures veuillent à la fin avoir une démarche égalitariste, c'est-à-dire donner la même réponse à tout le monde. Il ne s'agit ici pas du tout de ça. Mettre en place des procédures dans le cadre d'une politique handicap, c'est gagner du temps sur l'analyse de situations individuelles pour arriver à des réponses singulières. Alors si on regarde un petit peu les enjeux du point de vue des salariés, qu'est-ce qu'ils auraient à gagner ou ont à gagner dans une politique handicap? Beaucoup de choses. La première, c'est d'accéder à des conditions de travail compatibles avec les conséquences de leur handicap. Et donc, de fait, soit d'accéder, soit de conserver une dynamique d'activité, en évitant, par exemple, des ruptures de parcours liées à des problèmes de santé. Et tout ça, ça peut conduire très rapidement à des logiques de désinsertion professionnelle. C'est aussi, là encore, question d'anticipation. L'organisation de l'entreprise peut changer, une pathologie peut évoluer. Mais là encore, mettre en place un processus vertueux d'analyse du besoin de compensation qui va être évalué régulièrement, c'est rester en cohérence entre les besoins de la personne, le besoin de l'entreprise et un juste équilibre entre les deux. C'est aussi pouvoir envisager une évolution de carrière, là encore, j'emploie le terme d'équitable, ou d'équivalente à celle d'autres personnes qui ne seraient pas en situation de handicap. On constate bien souvent que les personnes handicapées ont des parcours de formation plus légers que d'autres personnes. Donc, pouvoir investir dans un bilan de compétences, une formation ou autre, c'est aussi être garant de pouvoir avoir une juste évolution de son parcours professionnel. Et puis, d'un point de vue purement médical, certaines conditions de travail, tous ceux qui ont fait de la prévention s'en sont rendus compte, ça peut conduire à une aggravation de vos pathologies. Aujourd'hui, 85% des restrictions d'aptitude prononcées par la médecine du travail relèvent de troubles musculo-squelettiques. Là, on a typiquement un exemple. Ces troubles ne se sont pas produits là à l'instant. C'est la gestion de l'héritage, le maintien en emploi dans les maladies professionnelles ou l'usure. C'est souvent l'héritage de 10, 15, 20 ans de pratique professionnelle qui ont amené les gens à avoir une situation de santé qui s'est détériorée. Une politique handicap peut aussi agir sur ces leviers-là. En fait, et ce sera une petite conclusion intermédiaire, avant que je repasse la parole à Guy, c'est qu'autant les enjeux, ils sont indispensables, et je précise bien indispensables, déjà si on veut déployer une politique handicap, juste à minima construite autour des contraintes légales. Ils deviennent absolument impératifs, ces enjeux, si on modifie le cadre légal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ce cadre légal devient plus coercitif ou autrement orienté, et Guy a parlé de la fin des accords, par exemple, typiquement, l'entreprise, et c'est une des volontés du législateur, va devoir s'approprier de plus en plus
les raisons, les motivations, donc les enjeux qui vont la conduire à mettre en place, pour celles qui ne l'ont pas encore faite, ou à structurer, ou à poursuivre une politique handicap. Ce genre d'éléments, j'y reviendrai en conclusion. On a une tendance sociétale aujourd'hui qui très certainement va tendre vers une démarche de responsabilisation via une logique coercitive. En gros, l'État considère de plus en plus aujourd'hui que le sujet du handicap doit faire partie du dialogue social de l'entreprise au même titre qu'on en a fait, qu'on a pu mettre dans ce dialogue la prévention des risques, la formation, etc. Donc clairement, demain, peu importe le cadre légal actuel, demain, les enjeux vont de plus en plus impératifs et donc on aura un sujet de dialogue social renforcé. Guy, je te repasse la parole sur, de façon opérationnelle, comment conduire une politique handicap. Oui, et du coup, j'en profiterai pour répondre à quelques questions du chat Oui. qui ont été mises en ligne. Alors, j'ai déjà répondu en ligne à certaines choses, mais je vais compléter du coup sur les questions de notamment est-ce qu'il est pertinent ou pas de faire de faire une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et deuxièmement, pourquoi le faire et à quoi ça peut servir et les problématiques que ça peut poser. Donc, conduire une politique handicap, ça va se structurer. Tu peux avancer, s'il te plaît, Nico. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, comme l'a évoqué Nicolas, il y a donc les freins à l'avancée d'une thématique handicap et puis les enjeux, donc la fameuse équation que les risques subjectifs et objectifs doivent être plus petits que les enjeux. Donc, les enjeux, Nicolas les a déclinés. Donc, maintenant, on va plutôt rentrer un peu plus évidemment, dans la partie freins ou risques. Et donc, il y a deux grands freins et deux grandes problématiques liées au sujet du handicap, mais plus globalement qui s'extrapolent à n'importe quelle thématique de la diversité ou de la non-discrimination. Le premier, c'est tout ce qui touche ce qu'on va appeler les stéréotypes, préjugés, biais. Donc, c'est en fait la représentation qu'on peut avoir du handicap. Alors, on peut avoir des représentations très négatives, on peut avoir aussi des représentations très positives, mais dans tous les cas, ils peuvent biaiser notre comportement et notre raisonnement. Pensez par exemple qu'une personne handicapée sera moins productive, plus souvent malade, ou au contraire qu'elle sera hyper courageuse et volontaire. Évidemment, c'est problématique puisque ça fait porter à la personne une image qui n'est pas nécessairement la sienne. Donc, il y a évidemment toute une dimension de formation, de sensibilisation. C'est ça qu'on met dans Construire votre politique handicap. Tout ce qui est formation, sensibilisation, modification des regards sur ces thématiques du handicap. Mais encore une fois, on pourrait transposer ça sur la couleur de peau, l'origine, le genre, etc. Donc, la notion numéro 1, et qui est la source de ce qu'on appellera la discrimination directe, c'est tout ce qui va être les stéréotypes, les préjugés qu'on peut avoir sur une catégorie de population et du coup, les biais que ça peut induire. J'utilise souvent un petit argument, enfin une petite illustration personnelle pour dire ça. Moi, dans mon ancienne entreprise, j'ai postulé un jour pour devenir responsable d'un service et mon manager, au départ, ne voulait pas voulait m'exclure de ce processus d'évolution professionnelle parce qu'il estimait, et ça partait pas d'une mauvaise intention, il n'était pas volontairement discriminant, mais il pensait que le fait que j'étais en fauteuil allait être compliqué parce qu'il y avait beaucoup de déplacements à faire dans le cadre de ce poste. Alors, heureusement, j'ai pu lui contre-argumenter que j'avais fait beaucoup de compétitions internationales en tennis de table et que du coup, j'avais pu aller à Séoul, Barcelone, etc. et que de ce fait-là, les déplacements, ce n'était pas un énorme problème pour moi et ça a permis de le faire changer. Mais si les gens sont dans leurs préjugés, leurs stéréotypes, très clairement, ça va générer des freins et donc il est important d'envisager des formations et des sensibilisations pour bouger les lignes par rapport à ça. Et ça rejoint aussi donc une des questions du chat sur le fait de je n'ose pas forcément évoquer moi-même ma situation de handicap ou le fait que j'ai un statut de personne handicapée auprès de mon employeur, de mon manager et de mes managers, etc. Parce que j'ai peur du regard qu'ils vont avoir sur moi et de ce fait-là, je pense que ça va me freiner ou m'interrompre dans ma carrière. Il y a aussi une autre question du chat ou une autre remarque dans le chat qui dit oui, mais le fait d'avoir le statut de personne handicapée permet à l'employeur d'envisager un licenciement ou un reclassement. Ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ce n'est pas le statut de personne handicapée du tout qui génère ça. Ce qui génère ça, c'est la situation de santé de la personne. C'est-à-dire que si la personne devient inapte à son poste de travail, indépendamment du fait qu'elle soit reconnue ou pas travailleur handicapé, eh bien, l'entreprise va peut-être enclencher un processus de reconversion, de reclassement ou de licenciement pour inaptitude. Mais c'est complètement indépendant du fait que la personne ait ou pas le statut. En revanche, ce qui est intéressant dans le fait de disposer de ce statut, c'est qu'il va permettre de mobiliser les aides
en matière de compensation, puisque la compensation est un droit qui a été posé dans la loi de 2005. Donc, le fait d'avoir ce statut permet de mobiliser ce droit à la compensation, sachant que quand on a le statut, on n'est même pas obligé de le faire connaître à son employeur. Et donc, c'est aussi important de faire cette reconnaissance parce que, d'une part, quand on en a besoin, elle peut être présente et on peut la mobiliser. Et puis, deuxième élément, elle permet aussi, c'est un petit élément ce qui peut paraître, on va dire, un détail, mais qui est quand même loin d'être négligeable, c'est que quand on est reconnu travailleur handicapé, on a droit aussi à mobiliser un droit à la retraite plus tôt. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont faites pour faciliter la vie, on va dire, dans la durée et la préservation de la santé des personnes qui ont un statut de personne handicapée. Donc, il faut bien dissocier ces différents éléments. Le fait d'avoir ce statut ne permet pas à l'entreprise de licencier ou de reclasser. C'est vraiment le statut médical de la personne, son éventuelle inaptitude, et il n'y a pas de lien automatique et direct, enfin, direct ou indirect, il y en a, mais automatique entre le statut lui-même et la situation de santé de la personne. Enfin, en tout cas, et l'inaptitude de la personne. On peut être inapte sans être reconnu travailleur handicapé et on peut être travailleur handicapé sans être inapte du tout. Voilà. Donc, il faut former les acteurs, il faut nommer un référent, donc on en a parlé. Choisir le cadre légal, donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les conventions, les accords agréés, etc. Et puis déployer le plan d'action, donc avec évidemment des actions en matière de recrutement, de maintien en emploi, de communication, de sensibilisation, de formation, de sous-traitance auprès du secteur protégé adapté, des TIH, etc. Et donc, c'est quand même un projet assez conséquent qui est très transversal aussi, ce qui veut dire qu'on fait intervenir des gens, on peut avoir la direction des achats, on a les managers, on a la direction, on a les RH, on a le service de santé au travail, on a les IRP, enfin, on a vraiment beaucoup d'acteurs qui sont à mobiliser dans le cadre de ce type de projet. Et donc, c'est important, le service formation évidemment, etc. Et donc, c'est important de le structurer en logique de projet dès qu'on est. Alors, évidemment, si on est une entreprise de 20 salariés, la question n'est pas de même nature, mais dès qu'on va commencer à avoir une taille un peu significative, avec un nombre de personnes un peu importantes, eh bien, il va falloir mobiliser ça. Donc, sur le recrutement, par exemple, on pourrait se dire, oui, mais il n'y a pas de raison de faire quelque chose de spécifique sur le recrutement. Si, parce que vous pouvez avoir une entreprise qui n'est pas identifiée comme étant ouverte aux personnes handicapées, même si c'est interdit, évidemment, d'être fermé, mais on peut très bien être moins perçu comme ouvert, et donc les candidats ne vont pas forcément postuler chez vous. Deuxième élément, les personnes handicapées sont statistiquement moins diplômées que l'ensemble de la population. Pour quelle raison? D'une part, et majoritairement, non. Évidemment, il y a le fait d'accéder aux études supérieures, mais ça ne représente qu'une minorité de la population, puisqu'il n'y a que 15% des personnes handicapées dont le handicap survient avant l'âge de 20 ans. En revanche, vous avez beaucoup de situations de handicap qui surviennent suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, des restrictions d'aptitude, etc., comme on l'a évoqué juste avant. Et de ce fait-là, on peut avoir des gens qui ont un niveau de formation qui, de base, est plutôt moins élevé. Et donc, on va avoir des personnes qui sont un peu plus âgées que la moyenne et qui, en plus, ont des niveaux de formation plus faibles. Donc, là, pour le recrutement, il va falloir peut-être envisager des dispositifs de formation, d'alternance. Enfin, il y a plein d'outils possibles et mobilisables. Et tous ces éléments qui rendent le sujet quand même assez complexe, finalement. Mais plus globalement, quand on va travailler sur la diversité, on va aussi avoir ces problématiques ou ces questions à se poser. Eh bien, c'est l'importance d'être accompagné pour conduire un projet qui soit bien structuré et très efficace. Nicolas, si tu veux. Très bien, je te laisse reprendre des conclusions, des éléments sur le chat. Et moi, je vais vous proposer quelques éléments de conclusion qui sont également des éléments de réflexion pour aller plus loin. Déjà, le premier élément, tout ce qui a été dit depuis le début de cette conférence renvoie à un élément extrêmement important. Tous les partenaires sociaux sont concernés par une politique handicap. On parle bien d'une question de consensus raisonnable. Et une politique handicap, ce n'est pas une politique qui n'est portée que par la direction ou qu'à l'initiative d'une direction. L'ensemble des partenaires sociaux sont concernés. Donc, que les élus du personnel, que les syndicats s'approprient le sujet, se professionnalisent, soient force de proposition et demandent possiblement aussi des engagements de l'employeur, c'est tout à fait légitime. D'ailleurs, clairement, la notion de l'accord agréé, typiquement, impose une négociation avec ses représentants syndicaux, ou à défaut, si la taille de l'entreprise ne permet pas ou l'organisation ne permet pas, ses élus du personnel. Donc, pour le coup, de toute façon, on est bien sur une question de consensus raisonnable pour l'ensemble des acteurs. Je l'évoquais déjà brièvement, le sujet du handicap, certes, il a un enjeu aujourd'hui en fonction de son cadre légal en l'état. C'est intéressant de se pencher sur l'intersectionnalité handicap et quelque chose d'autre. Et là, tout d'un coup, on va se rendre compte qu'en fait, les problématiques, elles sont encore beaucoup plus prégnantes et que la notion des enjeux, elles sont majeures.
Âge et handicap. Guy a évoqué déjà effectivement le fait que le handicap apparaît plus souvent avec l'âge, plus souvent après, vers ou après la cinquantaine par exemple. Regardons la pyramide des âges de nos entreprises, regardons la population française, elle est vieillissante. Donc les situations de handicap, mécaniquement, risquent d'augmenter, en lien avec l'âge, mais aussi en lien avec l'exposition sur une durée prolongée à des métiers, par exemple, physiques ou contraignants. La notion du genre et du handicap, femmes et handicapés, une multitude d'articles et d'ouvrages ont été écrits sur la notion de la double peine. On a évoqué précédemment la notion de formation. Les personnes handicapées, dans 2/3 des cas, sont avec des niveaux infra-bac, que ce soit pour les demandeurs d'emploi ou pour les gens qui sont en attente d'une évolution de carrière ou d'un maintien en emploi. C'est tout à fait légitime. En fait, ils sont devenus handicapés en cours de carrière, très souvent sur les postes les plus exposés, c'est-à-dire ceux sur le bas d'organigramme, et ce n'est pas péjoratif. Donc là encore, on a une intersectionnalité très forte qui renvoie à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple. Et évidemment, tout ce qu'on est en train de dire renvoie à une autre problématique, c'est la précarité et le handicap, qui parle employabilité, va parler à un moment donné de précarité s'il y a rupture de l'employabilité. Et puis, c'est l'ère du temps. Les obligations légales vont sûrement se renforcer sur un certain nombre de dossiers. Le sujet du handicap, lui, il est porté effectivement depuis les années 75, avec des renforcements en 87, en 2005. Combien de temps le législateur va mettre pour considérer que ça fait assez longtemps qu'il alerte les entreprises sur l'emploi des personnes seniors, sur la problématique du genre, sur la question des diplômes ou des situations de fragilité dans les quartiers sensibles. On n'est pas encore dans une logique qui pourrait être anglo-saxonne avec des logiques de quotas un peu partout, mais possiblement, on va tendre vers des obligations croissantes face à des réalités sociales ou sociétales qui sont indéniables. Donc le législateur va sûrement y tendre, mais on a également aujourd'hui une attente du marché. On peut simplement penser aux nouvelles générations, mais pas que, qui ont des attentes fortes des employeurs sur des sujets de développement durable, de RSE. Donc, deux façons de voir les choses. Le handicap, c'est une pure contrainte, et on va répondre à minima. Ou alors on considère que cette contrainte peut être un laboratoire d'innovation sociale et que finalement mieux manager une personne handicapée, c'est-à-dire structurer une politique d'emploi intégrant la notion de management équitable, va nous ramener possiblement à un apprentissage transférentiel, et c'est la baseline de notre cabinet, le management des singularités. Finalement, nous sommes tous singuliers, c'est-à-dire à un moment donné, il est tout à fait possible qu'une des ou plusieurs des différences dont on est porteur nous désavantage par rapport à quelqu'un d'autre dans un environnement donné, à un moment donné. Reconstruire une égalité des chances, c'est compenser. Compenser, c'est manager. Un petit schéma pour pousser la réflexion et se dire finalement jusqu'où on peut pousser ses ambitions. Le premier niveau de notre petite fusée, c'est dire on ne fait strictement rien. C'est-à-dire que là, même si on est discriminatoire, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui, bien évidemment, des choses qui deviennent extrêmement rares. Maintenant, ce qu'on peut retrouver quand même, c'est une attitude de niveau 1, c'est-à-dire une attitude défensive. C'est-à-dire que, par exemple, je vais mettre en place des démarches, via un audit, via une refonte de mes procédures, pour les mettre en règle au regard de la notion de discrimination. Je donne un exemple concret. J'ai mis en place des règles, des procédures et une information minimum pour que la candidature spontanée d'un travailleur handicapé ne soit pas éjectée avant d'être à minima lu, traité, ou qu'il y ait une réponse. C'est une attitude défensive. Pourquoi? Parce que faire ça, c'est le minimum, et ça ne signifie pas qu'on va se donner la peine d'aller volontairement chercher, sur des forums, des job boards, des rencontres particulières auprès de cabinets, aller chercher des candidatures de personnes handicapées partant de l'idée qu'on n'emploie pas une personne parce qu'elle est handicapée, la formule est un peu provocatrice, mais bien qu'elle le soit. C'est-à-dire que le point d'entrée, ce sont les compétences, et après, si certaines catégories de personnes ne viennent pas spontanément vers moi, j'irai les chercher. Je ne les recruterai pas parce qu'elles ont le qualificatif handicap, mais parce qu'elles ont des compétences et, si nécessaire, j'aménage en fonction des conséquences du handicap. Là, on est en train de commencer à se dire, il y a de l'engagement. Avant d'aller vraiment sur un engagement catégoriel, il faut se rendre compte que parfois, on parle de diversité, mais on est dans une diversité défensive. Juste pour l'anecdote, je vais vous faire part d'un vécu personnel. Pendant un certain nombre d'années de ma vie, j'étais chasseur de tête spécialisé dans le BTP.
j'ai entendu très souvent me dire, mais il n'y a pas de problème sur la diversité dans nos secteurs d'activité, on a ouvert la diversité géographique, culturelle, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la question, et quand vous passez des annonces pour des postes, terrain, chantier, qu'est-ce que vous avez comme candidature? Il y avait un certain silence gêné, et donc la notion de diversité, c'était juste qu'on n'avait pas plus de choix que ça sur certains postes. Donc attention, ça peut être de la com. L'étape d'après, celle qui commence à être véritablement proactive, c'est de considérer que la diversité, c'est une source d'enrichissement. Aujourd'hui, il y a plusieurs modèles qui ont pu démontrer qu'effectivement la diversité, c'est l'enrichissement, à condition d'accepter la gestion des différences, c'est-à-dire de mettre en place des logiques de compensation. Alors, on ne pourra pas forcément le traiter, et ce serait le dernier niveau, en disant toute personne est singulière, et je vais pousser à l'ultime la notion du management des singularités en disant chaque cas va traiter de façon absolument particulière, mais on peut au moins essayer d'avoir des ambitions par type de catégorie. Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le désavantage social subi, par exemple, par les personnes en situation de handicap? Qu'est-ce que je vais faire pour dire à un moment donné, par exemple, je vais féminiser ou masculiniser certains métiers? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir chez moi dans mon entreprise différents types de catégories d'âge, junior, senior ou autre. Et là, ça impose parfois de définir déjà les termes, juniorité, seniorité, il y a la définition pour l'emploi, il y a celle du consulting avec X années de présence dans le cabinet. Donc tout ça pour dire, il va falloir, dans le choix de sa politique handicap, et ça va conventionner le fait de dire est-ce que je reste dans un régime général, je vais vers une convention, je vais vers un accord, quand je vais vouloir structurer ma politique handicap, je vais me projeter sur les étages de ma fusée en disant jusqu'où je veux être proactif. Et de là, effectivement, on peut être dans une logique de laboratoire d'innovation sociale. En déployant des actions qui réinventent la notion de management des singularités pour les personnes handicapées, très certainement que je dois pouvoir en tirer des enseignements pour toute autre forme de singularité, parce que ça questionne sur l'équité. Je vois que Guy est en train de répondre aux questions de chat. Guy, je répondais aux questions, je n'ai pas fini. Pas tout à fait fini, mais je voulais juste. Il y en a une qui un mot de conclusion également. Oui, il y en a une qui était posée tout à l'heure et sur laquelle on n'est pas revenu, sur la différence entre égalité des droits et égalité des chances. Oui. Donc, peut-être je fais un petit focus là-dessus pour dire que, évidemment, la notion de compensation dont Nicolas a parlé et qu'il a explicité, c'est justement ce qui porte la différence entre l'égalité des droits et l'égalité des chances. C'est-à-dire que si on parle d'égalité des droits, on dit que tout le monde a les mêmes droits. Donc, certes, c'est un principe de notre République, mais il y a aussi une logique dite, et d'ailleurs la loi de 2005 s'appelle Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc, quand on parle de l'égalité des chances, ça veut dire qu'on part du constat, on fait un premier constat qui consiste à dire, mais en fait, tout le monde n'a pas la même chance au départ. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes une personne avec une déficience visuelle, vous n'avez pas la même chance d'atteindre le même résultat en faisant le même effort. Si vous faites un effort identique, bien évidemment, vous n'aurez pas forcément le même résultat parce que votre handicap va avoir un impact sur votre activité. Et donc, ce qu'on va appeler égalité des chances, c'est la mobilisation du droit à la compensation pour permettre à la personne, avec un effort similaire, autant que faire se peut, on va dire, à l'impossible nul n'est tenu, mais avec un effort similaire, d'avoir un résultat similaire. Et donc, cette notion d'égalité des chances, elle se transpose au-delà du sujet du handicap sur, par exemple, les gens issus des quartiers politiques de la ville. Ça avait été notamment travaillé beaucoup par Sciences Po Paris à une période. Le fait de mettre en place des dispositifs aussi d'égalité professionnelle femmes-hommes, etc. On est sur des logiques d'égalité des chances parce qu'on se dit tout le monde n'a pas la même chance du fait de sa singularité. Et donc, l'idée, c'est de compenser le désavantage, soit par de la compensation directe individuelle, soit par des logiques d'action positive qui vont permettre de rattraper les désavantages qui peuvent être subis par une personne individu ou par une catégorie de population. Et c'est ça qu'on appellera l'égalité des chances, c'est-à-dire c'est pas l'égalité des chances, c'est pas une situation, c'est un objectif. Et l'idée, c'est de mettre en place des outils et faire une politique handicap, faire une loi, par exemple, comme la loi sur l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Eh bien, ce sont des outils qui permettent d'envisager, d'aller vers une logique d'égalité des chances. Donc, c'est bien la différence entre l'égalité des droits et l'égalité des chances. Il y a aussi une autre question qui est sur le chat qui était qu'est-ce qui se passe si l'entreprise n'a pas 6% de travailleurs handicapés? Elle verse une contribution à la GFIP, ce qu'on appelle une contribution à l'ACOS. Maintenant à l'URSSAF, ouais. À l'URSSAF, ensuite, ça va à la GFIP.
Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est un dispositif incitatif. Ça n'oblige pas les entreprises à recruter des personnes handicapées, et tant mieux, parce que sinon on risquerait de verser vers la discrimination positive. En revanche, ça amène les entreprises à se poser ce genre de questions et à s'interroger sur le fait de voir ce qu'elles peuvent faire en matière de RSE. Donc ça donne un enjeu supplémentaire, comme le disait Nicolas tout à l'heure. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'on alors, qui ont un niveau. Alors connaissez-vous, il y a une question, connaissez-vous les entreprises qui ont un niveau 4? Ça fait 20 ans. J'ai répondu sur le ton de l'humour, les entreprises unipersonnelles. Voilà, c'est ça. Les TIH peut-être. Et encore, c'est même pas sûr. Voilà. Ensuite, voilà, les entreprises unipersonnelles, oui, celles-ci peuvent exploser en plein vol. Voilà. Et voilà. Sur la compensation, la GFI finance des prestations d'appui spécifiques, oui. Tout à fait. Tout employeur peut la mobiliser, cela permet d'être aidé à définir. Tout à fait, on peut. Voilà. Alors, le nombre de trimestres, là, pour les situations de retraite, pour la question sur la retraite, c'est vraiment une situation d'analyse individuelle. Alors, parfois, malheureusement, la CARSAT n'est pas, tous les gens de la CARSAT ne sont pas tous absolument bien au courant des dispositions spécifiques liées aux personnes handicapées. Donc, ça peut valoir le coup parfois de se faire accompagner par rapport à ça. Mais le nombre de trimestres, il faut avoir cotisé 120 trimestres en étant travailleur handicapé pour pouvoir partir à 55 ans sans décote sur l'âge de départ. Mais il y a une décote sur les trimestres quand même. Donc, il faut bien faire son calcul pour savoir à quel âge c'est le plus intéressant ou le plus pertinent de partir. Mais enfin, en tout cas, c'est quand même une disposition qui est quand même pertinente aussi. Voilà, les handicaps invisibles, on en a parlé. Est-ce qu'on a traité tout là? Oui, je crois qu'on a traité majoritairement les questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. Jean-Mathieu vous a communiqué mon mail, sinon vous pouvez retrouver effectivement la possibilité de nous contacter via notre site internet. Je regarde la pendule, il est 12h30, donc nous allons vous remercier pour la participation à cette conférence. J'espère que vous y avez trouvé un intérêt et eu des réponses à vos questions. Bien évidemment, on se tient à votre disposition ultérieurement. Le support sera téléchargeable. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end. Guy? Oui, n'hésitez pas à venir contacter TH Conseil si vous voulez plus d'informations ou si vous avez besoin d'être accompagné sur ces sujets. Notre travail depuis 20 ans, c'est d'accompagner les entreprises et d'essayer de faire bouger les lignes sur la notion d'égalité des chances pour tous au niveau du pays, enfin de notre société. Alors, dans le milieu de l'emploi, aujourd'hui, je fais un tout petit peu d'auto-promo aussi. Aujourd'hui aussi dans le domaine du sport, parce que donc moi je suis membre du comité directeur de la Fédération française handisport, et la fédération accompagne aussi pas mal d'entreprises dans le changement de regard, et aussi on cherche des bénévoles pour les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu l'année prochaine. Si ça vous donne, si vous avez envie, ou si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par ça, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a un site sur lequel on peut s'inscrire, et c'est des expériences magiques. Une très belle compétition l'année prochaine, 1 an avant les Jeux paralympiques. N'hésitez pas à venir nous voir. Le handisport, c'est extrêmement spectaculaire. Voilà. Parfait. Bon week-end à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.